Vous pouvez dire également Dealer Djidjak ou Djidjak a choisi Dealer. Et puis Ndofane Nomade, le fief de Boursine Kumba Ndofane Diouf, un autre Séré qui a mené de grandes batailles et qui régna sur le trône pendant plus de 4 décennies avant d'être tué par erreur par un Espagnol. Bonsoir à tous et bienvenue. L'Afrique ne peut pas continuer à éclairer les autres continents tout en restant dans l'obscurité. Propos du président Macky Sall au siège des Nations Unies où il a demandé à la communauté internationale à porter un autre regard sur le continent. Nous ne pouvons plus continuer à servir de réservoir de matières premières transformées ailleurs au détriment de notre industrialisation, a rajouté le chef de l'État. C'était lors de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui appelle à un effort universel pour transformer le monde. Aboubakry Kane. À l'ouverture de cette session des Nations Unies, un débat général. Occasion pour les différentes nations de magnifier les idéaux de promotion de la paix et du progrès, la culture de l'esprit de tolérance et de compréhension mutuelle entre les peuples. Seulement la scission se tient dans un contexte de violence et d'insécurité. Jamais le monde n'a été aussi violent et dangereux qu'en ces temps où des innocents, dont le seul tort est de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, sont tués sans raison, laissant derrière eux des familles entières plongées dans le deuil et le chagrin. Aucune cause, encore moins religieuse, ne peut justifier la violence. Et le comble de la lâcheté, c'est de s'en prendre à des prêtres et à des imams jusque dans des lieux de culte. Le Sénégal, terre de diversité culturelle et religieuse, où 95% de musulmans vivent en harmonie avec leurs compatriotes chrétiens et de religion traditionnelle, rejette et condamne fermement la violence sous toutes ses formes et manifestations. Il est aussi temps d'arrêter l'acharnement et les dérives islamophobes. Le chef de l'État invite au rejet des amalgames faciles et injustes à l'encontre de l'islam et des musulmans. Nous refusons que les actes insensés d'une minorité sans foi ni loi servent de prétexte pour stigmatiser plus d'1 milliard de musulmans et leur religion. Quand des imams sont tués et des mosquées attaquées, y compris au lieu saint de l'islam, ce sont les musulmans qui sont atteints dans leur chair et leur foi. On ne saurait par conséquent reprocher aux musulmans des actes dont ils sont eux-mêmes victimes. Verser dans une islamophobie déraisonnée, c'est ajouter de la souffrance à la souffrance. C'est attiser le feu des antagonismes et exacerber le choc des civilisations dont rêvent les extrémistes de tous bords. Face à la menace terroriste globale, le bon sens en appelle donc à une coopération soutenue pour vaincre le mal par une réponse concertée et solidaire. Les valeurs qui fondent les Nations Unies doivent guider le traitement de tous les conflits. Toutes les civilisations, toutes les cultures sont d'égale dignité. En conséquence, puisque nous sommes des Nations Unies, traitons avec le même engagement et la même diligence tous les défis devant nous. De la Syrie à la Libye, du Soudan du Sud à la Somalie, du Nord Mali aux pays affectés par les activités criminelles du groupe terroriste Boko Haram. Accordons la même priorité à toutes les menaces à la paix et à la sécurité internationale. Trouvons enfin une solution juste et équitable au lancinant conflit israélo-palestinien. Une solution qui consacre le droit légitime du peuple palestinien à un État vivant en paix avec Israël,
chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Traitons avec le même respect et la même humanité tous les migrants, réfugiés et personnes déplacées, quelle que soit leur origine. Aussi faudrait-il corriger l'injustice qui fait de l'Afrique le seul continent à ne pas disposer d'un siège permanent au Conseil de sécurité. Le thème de cette session invite à un effort universel pour transformer le monde et le président Macky Sall invite les partenaires à soutenir l'initiative du Fonds d'appui à l'énergie pour l'Afrique. Pour nous, pays africains, la question de l'énergie reste un enjeu vital parce qu'il ne peut y avoir d'industrialisation et de développement sans accès à l'électricité à des coûts compétitifs. L'Afrique ne peut continuer à éclairer les autres continents grâce à ses ressources en restant elle-même dans l'obscurité. L'Afrique ne peut continuer à servir de réservoir de matières premières transformées ailleurs au détriment de sa propre industrialisation. L'Afrique ne peut continuer à être le continent le plus affecté par le changement climatique, alors que sa contribution aux émissions de CO2 liées à l'énergie demeure la plus faible, devant atteindre seulement 3% en 2040. Pour ce faire, les engagements doivent être traduits en actes. L'Afrique mérite un traitement de faveur pour ne pas emprunter les mêmes schémas pollueurs que les États industrialisés. Le chef de l'État a partagé sa vision des enjeux de développement du continent. Laissons de côté les clichés d'un passé révolu. Regardons plutôt l'Afrique non comme une terre d'urgence humanitaire et un réceptacle d'aide publique au développement, mais comme un continent en construction, un pôle d'émergence et de progrès. C'est l'Afrique des routes, des autoroutes, l'Afrique des ponts et des chemins de fer, l'Afrique des barrages et des centrales électriques, l'Afrique des parcs industriels et des fermes agricoles modernes. Voilà notre ambition pour nos pays. Nous voulons d'abord compter sur la mobilisation de nos propres ressources par une meilleure efficacité dans la dépense publique, la valorisation et la juste rémunération de nos matières premières. Le chef de l'État a ainsi réaffirmé sa foi en une Afrique nouvelle qui compte d'abord sur ses propres ressources, aussi bien naturelles qu'humaines. Après ce discours, le président Macky Sall a pris le pouls de la ville de New York. Le chef de l'État a marché du siège des Nations Unies à la Maison du Sénégal. Une dizaine de minutes à travers les rues de New York où il a rencontré et échangé avec des Sénégalais et autres Africains, des instants que ces derniers ont tenu à immortaliser. Lors de cette 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Macky Sall a également rendu hommage à son homologue Barack Obama, qui a prononcé son dernier discours au siège des Nations unies en tant que président des États-Unis. Le président sénégalais salue la grandeur de cet homme défenseur des valeurs universelles. Je rends hommage au président Barack Obama pour sa contribution à l'agenda international au cours de ces 2 mandats. Le parcours du président Obama par le choix de la nation américaine est un message de l'histoire, un message universel qui invite chacun à surmonter les ténèbres de ses propres préjugés pour embrasser la lumière de la sagesse. Un message d'humanité qui rappelle les merveilleuses paroles du révérend Martin Luther King il y a 53 ans devant le Lincoln Memorial. Chacun doit être jugé non sur la couleur de sa peau, mais sur la valeur de son caractère.
Fin de citation. Et ce qui est valable entre les hommes l'est aussi entre les nations. Il n'y a pas de grandes et de petites nations. Il y a des Nations Unies. Et si nous sommes des Nations Unies, toutes les voix doivent compter quand nous délibérons sur nos affaires communes. Toujours à New York, le président de la République a reçu en audience la présidente directrice générale du MCC. Le Millennium Challenge Corporation s'engage à explorer de nouveaux domaines pour renforcer sa présence au Sénégal. Dana Hyde, que nous écoutons au micro d'Aboubacar Khan. On a eu une discussion sur le partenariat entre les deux pays et c'est pour discuter vraiment le progrès sur le deuxième investissement du MCC au Sénégal. Et c'était une discussion très productrice et on est très content avec le partenariat entre le MCC et le Sénégal. On est dans les premiers étages de notre analyse. Donc, dans le premier investissement, on a investi dans l'agriculture et les routes. Et maintenant, c'est pour explorer les secteurs différents. Le code législatif qui organise le secteur pétrolier à la loupe dans cette édition lors de la conférence de presse du Premier ministre hier. Quelques faits ont été relevés après son adoption en 1998 par l'Assemblée nationale. Coup d'œil sur le rétroviseur avec Daraba. Mardi matin, la maison d'arrêt de Rebeuss a été le théâtre d'une mutinerie. Un groupe de détenus a tenté de s'évader. Plusieurs revendications sont à l'origine de cette situation, surtout les longues détentions, nœud du problème. Hier, ils avaient manifesté le souhait de rencontrer le procureur de la République de Dakar. On a pu arranger un rendez-vous avec le procureur et c'était prévu à 11h, à midi. Mais entre-temps, comme c'était un jour de visite et de promenade, un groupe de détenus a voulu profiter de cette situation-là pour foncer sur les gardes pénitentiaires et ainsi vouloir s'évader. Les gardes ont utilisé les moyens qui étaient à leur disposition conformément à la réglementation et la situation a pu être maîtrisée. Mais malheureusement, il y a eu des blessés du côté des détenus et du côté de l'administration pénitentiaire. Et aussi, on a un de nos frères détenus qui a perdu la vie. À l'heure actuelle, des solutions sont en train d'être trouvées, mais ce sera à plusieurs niveaux. Les détenus qui se plaignaient des longues détentions, du surpeuplement, et ils avaient aussi posé le problème de la permanence des chambres criminelles, parce qu'ils jugeaient qu'il n'y en avait pas assez pour les juger et permettre ainsi d'éviter les longues détentions, comme je l'ai évoqué au début. Il y a eu des rencontres qui ont été tenues avec eux et des mesures ont été prises à notre niveau, qui ont consisté d'abord à diminuer l'effectif à Rebeuss. Ça a été fait dès le samedi. Consistait aussi à réaménager l'espace dans Rebeuss pour désengorger certaines chambres. Ça a été fait. Consistant aussi à construire de nouvelles toilettes et des lavoirs pour le secteur 4, qui était le secteur qui avait ces plus grosses difficultés-là. Donc ces mesures qui relevaient de l'administration pénitentiaire ont été prises. Maintenant, les autres mesures qui relevaient d'un niveau supérieur ont été transmises aux autorités compétentes. Une vie perdue, de nombreux blessés. L'administration pénitentiaire est consciente du désarroi des familles et de l'angoisse des détenus. Elle en appelle cependant au calme et à l'apaisement. On sait que c'est difficile, mais je leur demande d'être patients. Je leur demande de croire en nous. J'en appelle vraiment au calme, au dépassement. Ce même appel aussi, je le lance à leurs familles qui sont à l'extérieur, qui je pense actuellement aussi sont dans l'angoisse. Je leur dis ici que tout est en train d'être fait pour que la tension puisse s'apaiser, aussi bien à Rebeuss que dans les autres prisons du Sénégal. Même si Rebeuss est un lieu de privation des libertés, les détenus n'en aspirent pas moins à de meilleures conditions de vie. Et l'autorité compte mettre tout en œuvre pour leur faciliter leur détention.
La mutinerie à la prison de Rebeuss, c'est le sujet qui devait suivre après celui que j'ai annoncé sur le code pétrolier au Sénégal. Nous espérons revenir sur ce reportage de Daraba. Nous restons sur ce chapitre, la mutinerie à Rebeuss, une crise, avec le directeur de l'administration pénitentiaire, invité de l'émission Le Point. Ce soir, dans cet extrait choisi, il revient sur le bilan et la situation à Thiès. À l'heure où je vous parle, on déplore une personne décédée. Il y a eu 27 détenus blessés et 14 agents. Sur ces 27 détenus blessés, seuls 9 sont présentement jusqu'à présent hospitalisés. Les autres ont pu regagner Rebeuss. Au niveau aussi des agents, la situation est redevenue normale. Il ne reste que 2 personnes jusqu'à présent hospitalisées. Oui, les conditions dans lesquelles ce détenu est mort sont-elles aujourd'hui élucidées? Une enquête comme il est de coutume permettra de connaître et d'élucider les causes et les circonstances dans lesquelles ce tragique événement a eu lieu. D'accord. Pour Thiès, qu'en est-il réellement? Pour Thiès, permettez-moi de dire qu'au plan national, toutes les dispositions ont été prises en coordination avec les autorités régionales, les forces de défense et de sécurité, pour que la situation soit suivie et maîtrisée. Et elle l'est actuellement. À l'heure où je vous parle, il y a eu, comme vous le savez ce matin, quelques mouvements d'humeur à Thiès, mais ça a été vite géré et réglé. Donc, j'en profite pour appeler au calme. Le point sur la situation à Rebeuss à suivre après ce journal. Assurer à tous les élèves une couverture maladie, c'est le vœu des autorités scolaires et sanitaires. L'idée suit son chemin et l'agence de la CMU offre son dispositif qui compte près de 700 mutuelles et 45 fédérations départementales. Plusieurs acteurs du système éducatif et de la santé ont partagé avec l'agence pour voir comment opérationnaliser au plus vite cette initiative qui participe de la recherche de la qualité et de l'équité à l'école. Oumar Diawa. La question de la santé des apprenants est une problématique sérieuse qui apparaît comme une priorité pour le ministère de l'Éducation. Représentants des mutuelles de santé, des parents d'élèves, des autorités scolaires et de l'agence de la CMU ont pris part à cette rencontre. On a des profils qui permettent d'avoir des recommandations opérationnelles pour que la couverture maladie universelle soit effective au niveau de tous les élèves du Sénégal. Actuellement, la prise en charge sanitaire des élèves est insuffisante. Environ 200 francs seulement sont prélevés des frais d'inscription pour alimenter la caisse de santé des élèves. Pourtant, la santé est un intrant de qualité et d'équité dans le système éducatif. C'est un moyen de répondre à l'axe 1 du programme paquet que nous avons, qui est d'assurer des enseignements-apprentissages de qualité. C'est en même temps répondre à l'axe stratégique numéro 2, qui est d'assurer l'équité dans l'accès à l'éducation, parce que permettant à tous les enfants de pouvoir bénéficier d'une couverture maladie. La question de l'équité se pose dès lors que les enfants des agents de l'État et du privé bénéficient d'une couverture maladie, là où ceux des travailleurs de l'informel et du monde rural sont à nu. Les enfants de commerçants, de paysans et autres n'ont pas de couverture formelle, comme leurs parents. Et donc, en mettant en place un dispositif de ce type qui va permettre aux enfants de s'intégrer dans la couverture maladie universelle, il nous sera possible de couvrir une frange importante de la population, mais une frange qui est constituée aussi d'enfants. Donc c'est une population vulnérable. Le maillage du territoire national par la CMU est terminé. Chaque commune a au moins une mutuelle, soit un total de 670 et 45 fédérations départementales. Plusieurs options sont envisageables. Il est logique, par exemple, qu'on dise que tous les enfants qui vivent et qui suivent des enseignements dans la commune de Gossas vont être enrôlés dans la mutuelle de santé de Gossas. Et ceci peut être fait sur l'ensemble du pays. L'agence de la CMU offre un dispositif, un réseau de mutuelles que l'éducation nationale peut utiliser. L'agence promet une mobilisation de ressources financières pour faciliter aux parents l'adhésion de leurs enfants aux mutuelles. Et puis l'Agence nationale de la case des tout-petits, un atelier de partage du plan stratégique de développement 2016-2020. Parlementaires, élus locaux, partenaires du secteur et acteurs de développement ont été conviés à la réflexion. Ils se sont engagés à relever les défis. Jeanne Dior. Lorsqu'il s'agit de définir des axes stratégiques pour le développement de la petite enfance, la présence des partenaires techniques et financiers devient indispensable. Les parlementaires, les élus locaux et les spécialistes de l'enfance réfléchissent avec l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits sur un plan stratégique pour les 5 prochaines années. Nous avons les défis de l'accès
c'est-à-dire les constructions des structures de prise en charge de la petite enfance, casiers tout petits, garderies communautaires, etc. Mais aussi nous avons les défis de la qualité. La qualité, c'est la formation des éducateurs initiale, mais aussi la formation continue. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important que les collectivités locales s'impliquent davantage dans ce qui se fait au niveau local, parce que nous avons beaucoup de partenaires qui font des initiatives, qui construisent des casiers tout petits, des structures de développement intégré de la petite enfance. Mais il est important que les collectivités locales, que les maires, les présidents de département puissent non seulement capitaliser ces expériences au niveau local, mais aussi qu'ils puissent mettre la main dans la poche. Le sous-secteur de l'enfance nécessite une bonne prise en charge. Ceci permettra à la cible enfant, quelle que soit sa situation, de jouir de tous ses droits. L'accès à l'éducation, par exemple. Il faut cependant l'implication de toutes les parties prenantes. Nous avons entendu bonne note des suggestions qui ont été prises pour la prise en charge du personnel dans les cases des tout-petits, la prise en charge d'un certain nombre quand même de demandes à base communautaire. Ça fait partie aussi de la compétence des élus. Il y a aussi la prise en charge au niveau même de la formation. Pour ce qui concerne l'aspect éducatif aussi, les élus peuvent apporter aussi leur contribution. Nous nous sommes rendus compte d'ailleurs avec cet atelier que les ressources allouées à l'agence sont minimes. Et nous allons nous battre à l'Assemblée pour que des ressources additionnelles lui soient octroyées. Dans son exposé, la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits est revenue sur les missions, les activités, les services, mais aussi les difficultés de la case des tout-petits. En attendant de mettre en œuvre les conclusions des travaux, ces acteurs se penchent de façon urgente sur l'avenir des enfants. La réforme transposant les règles de Bâle 2 et 3 dans l'UEMOA, objet d'un séminaire de sensibilisation organisé par la BCEAO. La rencontre a permis de présenter les enjeux et les innovations enregistrées. Ibrahim Ndonga. La réflexion s'articule autour d'un point. Comment rattraper les 15 ans de retard de l'UEMOA sur certaines dispositions bancaires? À cette interrogation, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest apporte une réponse. Aujourd'hui, notre système bancaire ne peut pas être isolé. Il est obligatoirement dans le monde et ces opérations sont considérées comme des opérations dans le monde. Parce que les relations de correspondants et tout ce qui concourt à l'activité du système bancaire doit être mis en conformité avec les règles internationales. Parce que sinon, à partir d'un certain moment, il y aura une coupure entre nos banques et les autres banques du monde entier, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de certaines décisions prises en 2000 par le comité de Bâle en Suisse. Certains des pays qui nous entourent ont déjà implémenté les directives de Bâle 2 et de Bâle 3. Et nous sommes à Bâle 1. Donc, lorsque nous avons des contrôles à faire, nous avons une rupture en ce qui concerne les règles sur lesquelles on se base pour faire justement ces contrôles. Et pour une réussite des changements, une démarche particulière est adoptée. La démarche qui a été adoptée, d'abord, c'est partir d'un état de lieu. Ce qui a été fait à travers les enquêtes qualitatives auprès des banques pour voir l'état de préparation de ce plan. C'est ce qui a été fait. Ensuite, il y a eu des études d'impact, aussi bien pour voir quels seraient effectivement les niveaux de fonds requis si on appliquait par exemple des dispositions nouvelles à la situation actuelle de nos banques. En plus de cela, il existe d'autres innovations pour accompagner le processus. L'objectif de ce séminaire est donc décliné, renforcer la solidité des systèmes bancaires de l'UEMOA, ce qui passera nécessairement par une meilleure gestion et une maîtrise des risques. La pose de dents blanches est une pratique courante dans la société sénégalaise. Même si elle a connu un recul ces dernières années, certaines femmes continuent à l'alimenter. Les bijouteries qui ne trouvent plus de clientes délaissent progressivement cette activité jadis rentable, mais qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Que vaut un sourire avec des dents blanches? C'est un reportage de Mansour Ba. 2 dents blanches dans un large sourire. Sokhna Dia, voilà 18 ans qu'elle exhibe fièrement ses 2 étoiles.
Ça fait 18 ans que je l'ai fait, je venais de me marier. C'était pour la beauté et la tendance. J'ai trouvé ma grand-mère qui en avait 4, 2 de chaque côté. Depuis que je l'ai fait, je ne trouve pas de mal. Pour moi, il n'y a pas de danger. D'habitude, ce sont les bijoutiers qui posaient les dents blanches. Mais depuis un certain temps, ils ont capitulé face à la rude concurrence de nouveaux maîtres de l'art. Nous en faisions à 5 000, 6 000 francs. Maintenant, il y a des gens qui passent dans les maisons et qui le font à 500 francs, 1000 francs. Étant bijoutier et sachant faire autre chose que de monter les dents blanches, nous avons préféré abandonner l'activité. Les femmes posent des dents blanches pour leur beauté, mais cette pratique n'est pas sans conséquences sur la santé. Des complications graves peuvent subvenir. Ils utilisent de la colle crésie donc pour le faire, mais mieux encore, c'est-à-dire ils utilisent de l'aluminium, c'est des matériaux qu'ils galbent. Si aujourd'hui on vous met par exemple une couronne et qu'on ne règle pas dans le sens de l'occlusion, c'est comme si aujourd'hui vous avalez, vous êtes en train de mordre sur une pierre. Donc la mastication ne se faisant pas, après ce qui va se passer, les conséquences qui vont arriver, c'est-à-dire vous allez avoir des douleurs au niveau de cette articulation-là. Donc vous voyez, et c'est des gens qui se réveillent avec énormément de douleurs et cette articulation-là peut être détériorée. Et quand cette articulation se détériore, il faut beaucoup de moyens déjà pour pouvoir les récupérer. Toutefois, les femmes peuvent faire recours à des dentistes qui disposent des moyens adéquats pour la pratique. Les couronnes dentaires, on les fait parce que quand il y a une perte de l'organe dentaire, il faut la remplacer. C'est une dent qui est sculptée parce que les couronnes artisanales, donc c'est des couronnes qui sont galbées, tout simplement, et on vient et on la pose sur la dent avec des colles. Par contre, ça, c'est un prothésiste dentaire qui le fait, c'est de l'art. Lui, il sculpte la dent dans le sens horizontal, dans le sens transversal, donc pour pouvoir respecter ce que j'appelle l'occlusion, l'engrainement dentaire. Donc ces dents doivent être sculptées avec des cuspides, on appelle ça les cuspides, les pointes, parce que ces pointes qui sont au niveau de la dent ont un rôle. Ils servent à mastiquer, et ils servent à broyer les aliments. Les conséquences sur la santé sont donc énormes. Certaines femmes semblent ignorer le danger. L'essentiel pour elles, c'est d'afficher un sourire éclatant pour le plus grand bonheur de leur mari. L'érythème fessier, appelé boy en Wolof, et la déshydratation constituent les plus grands motifs de consultation en pédiatrie en cette période de chaleur. En plus de la chaleur, les couches changées peu fréquemment et l'hydratation insuffisante favorisent ces deux affections qui peuvent avoir de graves complications sur la santé des tout-petits. Quelques conseils dans la rubrique santé avec Oumou Baldé. L'une des caractéristiques de l'hivernage, c'est la forte chaleur. Une saison souvent favorable au développement de certains bobos et les bébés ne sont pas épargnés. Une situation souvent accentuée par certaines mauvaises pratiques. Premier point, le port de couches pendant de longues heures. Plus les urines ou les selles durent, sans pour autant que la maman ne prenne le temps de changer l'enfant, à la longue, on va c'est ce qu'on appelle un érythème fessier. C'est-à-dire que les fesses de l'enfant seront irritées, ce qu'on appelle boy en Wolof, et malheureusement en période de chaleur, c'est très fréquent. Deuxièmement, les produits qu'on utilise parfois pour fabriquer les couches, dès que les urines de l'enfant touchent les couches, il y a une interaction qui se fait entre les urines et ces produits chimiques. Et le contact se faisant sur la peau de l'enfant, ça risque encore d'aggraver l'irritation chez l'enfant. Et si, à la prochaine miction, quand l'enfant va uriner prochainement dans la couche, ou quand il fera caca, l'acidité va encore brûler davantage les fesses de l'enfant. Donc c'est des enfants qui sont souvent très irritables, qui ont beaucoup pleuré. Aujourd'hui, la mode, c'est quoi? C'est que les parents, les mamans ont l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle des lingettes. Et ces lingettes sont faites à base de produits chimiques qui peuvent aussi irriter l'enfant pour peu que l'enfant soit allergique à ces produits chimiques. Et cela aussi pour entretenir la survenue des érythèmes fessiers chez l'enfant. Pour atténuer, voire éviter les irritations, ces bonnes pratiques peuvent servir. Alors moi, ce que je conseille le plus souvent, et c'est la chose la plus simple, la plus facile et la moins coûteuse, c'est quand un enfant fait pipi, prenez de l'eau, rincez l'enfant abondamment et essuyez et remettez notre couche. Que d'utiliser des produits chimiques ou des lingettes, prenez de l'eau tout simplement. Alors la méthode traditionnelle c'est quoi? C'est d'utiliser le beurre de karité. À chaque change, on utilise le beurre de karité. Comme c'est gras, ça évite la pénétration ou l'interférence directement des urines et de la couche sur la peau de l'enfant. C'est pourquoi nos mamans avant prenaient même de l'huile végétale pour enduire les fesses de l'enfant. C'est juste pour éviter que les urines ne pénètrent. Quand c'est gras, ça ne pénètre pas. Ça ruisselle et ça repart directement dans la couche. Bon, maintenant, quand l'érythème fessier s'installe carrément,
en ce moment, il faut aller voir le pédiatre ou le médecin qui va proposer des produits, des médicaments qui se permettront de soulager l'enfant et d'éviter que ça ne perdure. Parce que quand ça dure, souvent, c'est des infections qui peuvent survenir aussi. Et à partir de ces plaies au niveau des fesses, les microbes peuvent pénétrer dans le sang et créer ensuite d'autres problèmes qui sont encore plus graves. D'autres conseils aussi simples peuvent éviter les conséquences liées à la déshydratation des enfants, très fréquente en cette période de chaleur. Pendant la chaleur, il faut que les mamans habituent les enfants à boire régulièrement. Même nous les adultes, on doit boire. À plus forte raison encore les enfants. Il faut qu'on les habitue à boire régulièrement, quitte à ce qu'on mette de l'eau dans un biberon, surtout les enfants de plus de 6 mois, et qu'on donne à boire à l'enfant régulièrement. Et que son alimentation aussi, qu'il y ait une bonne partie d'alimentation liquide pour apporter tout le temps de l'eau pour hydrater l'enfant. La déshydratation, c'est une complication. Quand un enfant est déshydraté, surtout quand ça atteint un certain niveau, il faut hospitaliser l'enfant obligatoirement. Et malheureusement, pendant cette période, la demande d'hospitalisation des enfants est de loin supérieure aux capacités que nous proposons aux enfants. Donc les parents vont faire le tour de tous les hôpitaux sans pour autant trouver une place. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut éviter que l'enfant ne se déshydrate. Alors quand l'enfant est déshydraté, il y a beaucoup de complications. Parce que cela veut dire que les systèmes de l'enfant, que ce soit le cœur, le cerveau, les poumons, le système digestif, tous ces systèmes souffrent. Alors quand ça souffre, ça veut dire que l'enfant est dans un état critique. Donc nous devons faire de sorte d'éviter qu'on arrive à cette phase de déshydratation qui vraiment, parfois même, est difficile à prendre en charge. Donc, le rappel des conseils peut servir. Donner régulièrement de l'eau aux enfants et changer fréquemment leurs couches dans la journée. Sans doute bien noté, la rubrique santé revient en mercredi prochain. De 500 participants en 2013, ils sont passés à 17 000 en 2016. Oxfam et le PAM ont obtenu des résultats satisfaisants dans la mise en œuvre du projet intitulé Initiative en faveur de la résilience rurale, plus connu sous le nom de 4R. La sécurité alimentaire, les moyens d'adaptation au risque des changements climatiques sont les principaux volets de ce programme. Philomène Constance-Tiagne. Plus d'1 milliard de personnes dans les pays en développement vivent sous le seuil de pauvreté. La majeure partie d'entre elles s'activent dans l'agriculture. Pour atténuer le choc climatique qui menace la sécurité alimentaire de ces couches vulnérables, Oxfam et le Programme alimentaire mondial ont mis en œuvre l'initiative 4R. On a démarré avec 500 participants dans une commune à Koussanar, à Tambacounda en 2013 et actuellement on est à peu près dans 22 communes, dans 3 régions pour un nombre total de plus de 17 000 participants sur les 4 composantes confondues. Et ça c'est sans parler des participants qui ne sont pas directement bénéficiaires de l'initiative 4R, puisqu'on a pu voir qu'avec la composante de l'assurance par exemple, des personnes ont adhéré à l'assurance alors qu'ils n'étaient pas dans le cadre de l'initiative. 4 composantes structurent le projet déroulé dans 4 régions. Leur combinaison a aidé à mieux gérer les risques auxquels les participants au programme sont exposés. On a parlé de réduction de risques. Vous avez vu dans les présentations qui ont été faites, l'une des composantes, c'est amener les populations à résister, donc à s'organiser pour pouvoir faire face. On a parlé aussi par exemple de l'assurance agricole avec la Compagnie nationale des assurances agricoles au Sénégal. Il y a aussi l'épargne. On a parlé de l'épargne, donc les gens peuvent travailler ensemble. Par exemple, je ne sais pas, on en a parlé aussi des banques céréalières villageoises où les gens travaillent en communauté et une partie donc de la production est mise à côté. Donc ça, ce sont des initiatives qui leur permettent, quel que soit les changements, les conséquences des changements climatiques, ils ont des mécanismes pour pouvoir contourner, pour ne pas être réellement victimes. Lancée au Sénégal en 2012, l'initiative 4R a permis de mettre au point une série d'outils intégrés. En 2012, la dynamique s'est consolidée avec des progrès à multiplier. Ce qu'on voudrait, c'est analyser les moyens de passer à l'échelle pour étendre ces résultats à différentes régions du pays, soit par la prise en compte dans des projets que nous élaborons au niveau du gouvernement, soit par l'appui d'autres bailleurs qui vont venir appuyer le PAM, Oxfam et autres pour faire la même chose à un niveau plus vaste. Mais c'est déjà très important parce que ce projet touche 100 000 personnes.
c'est quand même important. Au terme de la première phase de mise en œuvre de l'initiative 4R, les acteurs se réjouissent de l'impact sur les populations rurales des 4 régions. Les facteurs de succès et contraintes majeures seront identifiés pour pérenniser les acquis du projet. Je vous l'annonçais, le code législatif qui organise le secteur pétrolier à la loupe dans cette édition. Lors de la conférence de presse du Premier ministre hier, quelques faits ont été relevés après son adoption en 1998 par l'Assemblée nationale. Coup d'œil sur le rétroviseur avec Daraba. Au début de la déclaration du chef du gouvernement, le cadre juridique, le Sénégal s'est doté d'une loi régissant les conditions d'exploration, de développement et d'exploitation des hydrocarbures depuis janvier 1998. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 phases. Quand on parle de pétrole, il y a la phase de recherche, c'est l'exploration. La loi en parle, quelles sont les obligations et de l'opérateur et de l'État pendant cette période. Il y a la phase de développement. Quand on a trouvé, il faut qu'on mette en place les systèmes pour pouvoir exploiter. C'est la phase de développement. La loi de 98 spécifie également les obligations de toutes les parties au niveau de cette période. Et une fois qu'on a développé, il faut produire. C'est la phase exploitation. Il s'agit d'ailleurs de documents types qu'on ne modifie pas en fonction de la tête de l'opérateur. C'est des documents standards qui sont normalisés et que l'État du Sénégal signe à partir des dispositions prévues par le Code pétrolier. Autre précision apportée par l'État du Sénégal, le pourquoi avoir laissé ce secteur à des acteurs privés, des investisseurs qui y vont avec un risque élevé, celui lié au coût des investissements. Je voudrais donner juste quelques chiffres pour montrer pourquoi l'État du Sénégal ne fait pas lui-même sa recherche. Pourquoi notre société nationale, Petrosen, ne s'engage pas elle-même dans les recherches. Cet appareil de forage coûte $1 million par jour, 500 millions CFA par jour. Le coût d'un forage se situe, un seul forage, le coût se situe entre 20 et 100 millions de dollars, entre 10 milliards et 50 milliards de francs CFA, le coût d'un puits pétrolier. Et à la fin, on peut se rendre compte que le puits finalement n'a pas été fructueux. L'épreuve ne manque pas car de 1952 à 2014, une vingtaine de compagnies a eu à explorer les bassins du Sénégal sans succès. Durant cette période de 1952 à 2014, 168 puits, 168 forages ont été réalisés dans le pays, ce qui constitue un volume de 500 milliards de francs CFA qui ont été investis sans succès. 160 puits ont été réalisés sans succès. Et c'est depuis 2014, avec l'avènement du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, que 8 puits ont été testés positifs. Sur les 168, les 160 c'est avant Macky Sall, sans succès, les 8 c'est avec Macky Sall, avec succès. S'y ajoute, les recettes de l'État du Sénégal sont bien rationalisées. Quand le prix du baril avait dépassé le feuille fatidique des $100, quand le pétrole monte, on va essayer de trouver des ressources supplémentaires pour voir est-ce qu'il y en a d'autres, parce que ça devient rentable de faire du pétrole. C'est à ce moment, en octobre 1992, que l'État a désormais exigé le versement de bonus de signature symbolique, soit $500 000 payables une seule fois à la signature du contrat, et ces ressources sont versées à Petrosen qui les gère pour le compte de l'État du Sénégal. Petrosen étant une société qui dépose aussi ses bilans au greffe. Donc tout est transparent. Avec l'avènement du président Macky Sall à la magistrature suprême, des découvertes ont été faites à Sangomar, à Saint-Louis et à Kayar, du pétrole offshore profond et du gaz naturel. Les travaux sur les blocs de Kayar et de Saint-Louis avaient débuté à la fin des années 60 avec la Société africaine de pétrole, ELF. C'est le 8 décembre 2011, donc avant l'avènement du président Macky Sall,
qu'un mémorandum d'entente a été signé entre Petro-Tim Limited, qui est une filiale à 100% du groupe chinois Petro-Asia, le 17 janvier 2012, toujours avant l'avènement du président Macky Sall. Ce contrat Petro-Tim Limited Petrosen, État du Sénégal, portant sur la recherche et le partage de production sur les permis de Kayar offshore profond et Saint-Louis offshore profond, le contrat a été signé. On est passé le 8 décembre du mémorandum d'entente, le MOU, au 17